Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai repris la voix murmurée pour une lecture de Stefan Zweig, comme diront certains, 24 heures de la vie d'une femme. Voilà, je n'ai pas résisté à la tentation. Je passe l'introduction. 24 heures de la vie d'une femme. Dans la petite pension de la Riviera où je me trouvais alors, 10 ans avant la guerre, avait éclaté à notre table une violente discussion qui brusquement menaça de tourner en altercation furieuse et fut même accompagnée de paroles haineuses et injurieuses. La plupart des gens n'ont qu'une imagination émoussée. Ceux qui ne les touchent pas directement en leur enfonçant comme un coin aigu en plein cerveau n'arrivent guère à les émouvoir. Mais si devant leurs yeux, à portée immédiate de leur sensibilité, se produit quelque chose, même de peu d'importance, aussitôt bouillonne en eux une passion démesurée. Alors ils compensent, dans une certaine mesure, leur indifférence coutumière par une véhémence déplacée et exagérée. Ainsi en fut-il cette fois-là dans notre société de commensaux tout à fait bourgeois, qui d'habitude se livraient paisiblement à de small talks et à de petites plaisanteries sans profondeur, et qui le plus souvent, aussitôt après le repas, se dispersaient. Le couple conjugal des Allemands pour excursionner et faire de la photo, le Danois rondelet pour pratiquer l'art monotone de la pêche, la dame anglaise distinguée pour retourner à ses livres, les époux italiens pour faire des escapades à Monte-Carlo, et moi pour paresser sur une chaise du jardin ou pour travailler. Mais cette fois-ci, nous restâmes tous accrochés les uns aux autres dans cette discussion acharnée. Et si l'un de nous se levait brusquement, ce n'était pas comme d'habitude pour prendre poliment congé, mais dans un accès de brûlante irritation qui, comme je l'ai déjà indiqué, revêtait des formes presque furieuses. Il est vrai que l'événement qui avait excité à tel point notre petite société était assez singulier. La pension dans laquelle nous habitions tous les 7 se présentait bien de l'extérieur sous l'aspect d'une villa séparée. Ah, comme était merveilleuse la vue qu'on avait des fenêtres sur le littoral festonné de rochers. Mais en réalité, ce n'était qu'une dépendance moins chère du grand Palace Hotel et directement reliée avec lui par le jardin, de sorte que nous, les pensionnaires d'à côté, nous vivions malgré tout en relation continuelle avec les clients du palace. Or, la veille, cet hôtel avait dû enregistrer un parfait scandale. En effet, au train de midi, exactement de 12h20, je dois indiquer l'heure avec précision parce que c'est important, aussi bien pour cet épisode que pour le sujet de notre conversation si animée. Un jeune Français était arrivé et avait loué une chambre donnant sur la mer. Cela seul annonçait déjà une certaine aisance pécuniaire. Il se faisait agréablement remarquer, non seulement par son élégance discrète, mais surtout par sa beauté très grande et tout à fait sympathique. Au milieu d'un visage étroit de jeune fille, une moustache blonde et soyeuse caressait ses lèvres d'une chaude sensualité. Au-dessus de son front très blanc bouclaient des cheveux bruns et ondulés.
Chaque regard de ses yeux doux était une caresse. Tout dans sa personne était tendre, flatteur, aimable, sans cependant rien d'artificiel ni de maniéré. De loin, à vrai dire, il rappelait d'abord un peu ces figures de cire de couleur rose et à la pose recherchée qui, une élégante canne à la main, dans les vitrines des grands magasins de mode, incarne l'idéal de la beauté masculine. Mais dès qu'on le regardait de plus près, toute impression de fatuité disparaissait, car ici, fait si rare, l'amabilité était chose naturelle et faisait corps avec l'individu. Quand il passait, il saluait tout le monde d'une façon à la fois modeste et cordiale, et c'était un vrai plaisir de voir comment, à chaque occasion, sa grâce toujours prête se manifestait en toute liberté. Si une dame se rendait au vestiaire, il s'empressait d'aller lui chercher son manteau. Il avait pour chaque enfant un regard amical ou un mot de plaisanterie. Il était à la fois sociable et discret. Bref, il paraissait un de ces êtres privilégiés à qui le sentiment d'être agréable aux autres par un visage souriant et un charme juvénile donne une grâce nouvelle. Sa présence était comme un bienfait pour les hôtes du palace, la plupart âgés et de santé précaire, et grâce à une démarche triomphante de jeunesse, à une allure vive et alerte, à cette fraîcheur qu'un naturel charmant donne si superbement à certains hommes, il avait conquis sans résistance la sympathie de tous. 2 heures après son arrivée, il jouait déjà au tennis avec les 2 filles du gros et cossu industriel lyonnais, Annette, âgée de 12 ans, et Blanche, qui en avait 13. Et leur mère, la fine, délicate et très réservée Madame Henriette, regardait en souriant doucement, avec quelle coquetterie inconsciente les 2 fillettes, toutes novices, flirtaient avec le jeune étranger. Le soir, il nous regarda pendant 1 heure jouer aux échecs, en nous racontant entre-temps quelques gentilles anecdotes, sans nous déranger du tout. Il se promena à plusieurs reprises, assez longtemps, sur la terrasse avec Madame Henriette, dont le mari, comme toujours, jouait au domino avec un ami d'affaires. Très tard encore, je le trouvai en conversation suspecte d'intimité avec la secrétaire de l'hôtel, dans l'ombre du bureau. Le lendemain matin, il accompagna à la pêche mon partenaire danois, montrant en cette matière des connaissances étonnantes. Ensuite, il s'entretint longuement de politique avec le fabricant de Lyon, sans quoi également il se révéla un causeur agréable, car on entendait le large rire du gros homme couvrir le bruit de la mer. Après le déjeuner, il est absolument nécessaire pour l'intelligence de la situation que je rapporte avec exactitude toutes ces phases de son emploi du temps. Il passa encore 1 heure avec Madame Henriette, à prendre le café tous 2 seuls dans le jardin. Il rejoua au tennis avec ses filles et conversa dans le hall avec les époux allemands. À 6 heures, en allant poster une lettre, je le trouvai à la gare. Il vint au-devant de moi avec empressement et me raconta qu'il était obligé de s'excuser car on l'avait subitement rappelé, mais qu'il reviendrait dans 2 jours. Effectivement, le soir, il ne se trouvait pas dans la salle à manger, mais c'était simplement sa personne qui manquait, car à toutes les tables, on parlait uniquement de lui et l'on vantait son caractère agréable et gai. Pendant la nuit, il pouvait être 11 heures. J'étais assis dans ma chambre en train de finir la lecture d'un livre lorsque j'entendis tout à coup, par la fenêtre ouverte, des cris et des appels inquiets dans le jardin qui témoignaient d'une agitation certaine dans l'hôtel d'à côté. Plutôt par inquiétude que par curiosité, je descendis aussitôt et en 50 pas je m'y rendis pour trouver les clients et le personnel dans un état de grand trouble et d'émotion. Madame Henriette,
dont le mari, avec sa ponctualité coutumière, jouait au domino avec son ami de Namur, n'était pas rentré de la promenade qu'elle faisait tous les soirs sur le front de mer, et l'on craignait un accident. Comme un taureau, cet homme corpulent, d'habitude si pesant, se précipitait continuellement vers le littoral, et quand sa voix altérée par l'émotion criait dans la nuit « Henriette, Henriette !» ce son avait quelque chose d'aussi terrifiant et de primitif que le cri d'une bête gigantesque frappée à mort. Les serveurs et les boys se démenaient, montant et descendant les escaliers. On réveilla tous les clients et l'on téléphona à la gendarmerie. Mais au milieu de ce tumulte, le gros homme, son gilet déboutonné, titubait et marchait pesamment en sanglotant et en criant sans cesse dans la nuit, d'une manière tout à fait insensée, un seul nom « Henriette, Henriette !» Sur ces entrefaites, les enfants s'étaient réveillés là-haut et en chemise de nuit, elles appelaient leur mère par la fenêtre. Alors le père courut à elles pour les tranquilliser. Puis se passa quelque chose de si effrayant qu'il est à peine possible de le raconter, parce que la nature violemment tendue, dans les moments de crise exceptionnelle, donne souvent à l'attitude de l'homme une expression tellement tragique que ni l'image, ni la parole ne peuvent la reproduire avec cette puissance de la foudre qui est en elle. Soudain, le lourd et gros bonhomme descendit les marches de l'escalier en les faisant grincer, et avec un visage tout changé, plein de lassitude et pourtant féroce, il tenait une lettre à la main. « Rappelez tout le monde, dit-il d'une voix tout juste. Rappelez tout le monde, dit-il d'une voix tout juste intelligible au chef du personnel. Rappelez tout le monde. C'est inutile. Ma femme m'a abandonnée. Il y avait de la tenue dans cet homme frappé à mort, une tenue faite de tensions surhumaines devant tous ces gens qui l'entouraient, qui se pressaient curieusement autour de lui pour le regarder et qui, brusquement, s'écartèrent pleins de confusion, de honte et d'effroi. Il lui resta juste assez de force pour passer devant nous en chancelant, sans regarder personne, et pour éteindre la lumière dans le salon de lecture. Puis on entendit son corps lourd et massif s'écrouler d'un seul coup dans un fauteuil, et l'on perçut un sanglot sauvage et animal, comme seul peut en avoir un homme qui n'a encore jamais pleuré. Cette douleur élémentaire agit sur chacun de nous, même le moins sensible, avec une violence stupéfiante. Aucun des garçons de l'hôtel, aucun des clients venus là par curiosité, n'osait risquer un sourire ou même un mot de commisération. Muets, l'un après l'autre, comme ayant honte de cette foudroyante explosion du sentiment, nous regagnâmes doucement nos chambres, et tout seul dans la pièce obscure où il était, ce morceau d'humanité écrasé palpitait et sanglotait, archi seul avec lui-même dans la maison où lentement s'éteignaient les lumières, où il n'y avait plus que des murmures, des chuchotements, des bruits faibles et mourants. On comprendra qu'un événement si foudroyant arrivé sous nos yeux était de nature à émouvoir puissamment des gens accoutumés à l'ennui et à des passe-temps insouciants. Mais la discussion qui ensuite éclata à notre table, avec tant de véhémence et qui faillit même dégénérer en voie de fait, bien qu'ayant pour point de départ cet incident surprenant, était en elle-même plutôt une question de principes qui s'affrontent et une opposition coléreuse de conceptions différentes de la vie. En effet, par suite de l'indiscrétion d'une femme de chambre qui avait lu cette lettre, le mari, effondré sur lui-même, dans sa colère impuissante, l'avait jetée toute chiffonnée n'importe où sur le parquet.
on eut vite appris que Madame Henriette n'était pas partie seule, mais d'accord avec le jeune Français, pour qui la sympathie de la plupart commença dès lors à diminuer rapidement. Mais avec le jeune Français, pour qui la sympathie de la plupart commença dès lors à diminuer rapidement. Après tout, au premier coup d'œil, on aurait parfaitement compris que cette petite Madame Bovary échangea son époux rondelet et provincial pour un joli jeune homme distingué. Mais ce qui étonnait toute la maison, c'était que ni le fabricant, ni ses filles, ni même Madame Henriette n'avaient jamais vu auparavant ce Lovelace, et que par conséquent, une conversation nocturne de 2 heures sur la terrasse et 1 heure de café prise en commun dans le jardin puisse avoir suffi pour amener une femme irréprochable d'environ 33 ans à abandonner du jour au lendemain son mari et ses 2 enfants pour suivre à l'aventure un jeune élégant qui lui était totalement étranger. Notre table était unanime à ne voir dans ce fait, incontestable en apparence, qu'une tromperie perfide et une manœuvre astucieuse du couple amoureux. Il était évident que Madame Henriette entretenait depuis très longtemps des rapports secrets avec le jeune homme et que ce charmeur de rats n'était venu ici que pour fixer les derniers détails de la fuite, car, ainsi raisonnait-on, il était absolument impossible qu'une honnête femme, après simplement 2 heures de connaissance, filât ainsi au premier coup de pipeau. Voici que je m'amusais à être d'un autre avis, et je soutins énergiquement la possibilité et même la probabilité d'un événement de ce genre de la part d'une femme qu'une union faite de longues années de déception et d'ennui avait intérieurement préparée à devenir la proie de tout homme audacieux. Par suite de mon opposition inattendue, la discussion devint vite générale, et ce qui surtout la rendit passionnée, ce fut que les 2 couples d'époux, aussi bien l'allemand que l'italien, refusèrent avec un mépris véritablement offensant d'admettre l'existence du coup de foudre, où ils ne voyaient qu'une folie et une fade imagination romanesque. Bref, il est ici sans intérêt de remâcher dans tous ces détails le cours orageux de cette dispute entre la soupe et le pudding. Seuls des professionnels de la table d'hôte sont spirituels, et les arguments auxquels on recourt dans la chaleur d'une discussion que le hasard soulève entre convives sont le plus souvent sans originalité, parce que, pour ainsi dire, ramassés hâtivement avec la main gauche. Il serait également difficile d'expliquer pourquoi notre discussion prit si vite des formes plaisantes. Je crois que l'irritation vint de ce que, malgré eux, les 2 maris prétendirent que leurs propres femmes échappaient à la possibilité de tels risques et de telles chutes. Malheureusement, ils ne trouvèrent rien de meilleur à m'objecter que seul pouvait parler ainsi quelqu'un qui juge l'âme féminine d'après les conquêtes fortuites et trop faciles d'un célibataire. Cela commença à m'irriter, et lorsqu'ensuite la dame allemande assaisonna cette leçon d'une moutarde sentencieuse en disant qu'il y avait d'une part des femmes dignes de ce nom et d'autre part des natures de gourgandines, et que, selon elle, Madame Henriette devait être de celle-ci, je perdis tout à fait patience. À mon tour, je devins agressif. Je déclarai que cette négation du fait incontestable qu'une femme, à maintes heures de sa vie, peut être livrée à des puissances mystérieuses plus fortes que sa volonté et que son intelligence, dissimulait seulement la peur de notre propre instinct, la peur du démonisme de notre nature, et que beaucoup de personnes semblaient prendre plaisir à se croire plus fortes, plus morales et plus pures que les gens faciles à séduire. Pour ma part, je trouvais plus honnête qu'une femme suivît librement et passionnément son instinct
au lieu, comme c'est généralement le cas, de tromper son mari en fermant les yeux quand elle est dans ses bras. Ainsi m'exprimai-je à peu près, et dans la conversation devenue crépitante, plus les autres attaquaient la pauvre madame Henriette, plus je la défendais avec chaleur, à vrai dire, bien au-delà de ma conviction intime. Cette ardeur parut une provocation aux deux couples d'époux, et, quatuor peu harmonieux, ils me tombèrent dessus en bloc avec tant d'acharnement que le vieux Danois, qui était assis, l'air jovial et le chronomètre à la main comme l'arbitre dans un match de football, était obligé de temps en temps de frapper sur la table du revers osseux de ses doigts en guise d'avertissement, disant « Gentlemen, please ». Mais cela ne faisait d'effet que pour un moment. Par 3 fois déjà, l'un des 2 messieurs s'était dressé violemment, le visage cramoisi, et sa femme avait eu beaucoup de peine à l'apaiser. Bref, une douzaine de minutes encore, et notre discussion aurait fini par des coups si soudains. Mrs. C n'avait pas, par des paroles lénitives, calmé, comme avec de l'huile balsamique, les vagues écumantes de la conversation. Mrs. C, la vieille dame anglaise aux cheveux blancs et pleine de distinction, était sans conteste la présidente d'honneur de notre table, bien droite sur son siège, manifestant à l'égard de chacun une amabilité toujours égale, parlant peu et cependant extrêmement intéressante et agréable à entendre. Son physique seul était déjà un bienfait pour les yeux. Un recueillement et un calme admirable rayonnaient de son être empreint d'une réserve aristocratique. Dans une certaine mesure, elle se tenait à distance de tous, bien qu'avec un tact très fin, elle sut avoir pour chacun des égards particuliers. Le plus souvent, elle s'asseyait au jardin avec des livres. Parfois, elle jouait au piano et ce n'était que rarement qu'on la voyait en société ou engagée dans une conversation animée. On la remarquait à peine et pourtant, elle avait sur nous une puissance singulière, car sitôt qu'elle fut intervenue, pour la première fois dans notre discussion, nous éprouvâmes tous le pénible sentiment d'avoir parlé trop fort et sans nous contrôler. Mrs. C avait profité de l'interruption désagréable qu'avait causée le monsieur allemand se levant brusquement de sa place avant de se rasseoir. Calmée. À l'improviste, elle leva ses yeux gris et clairs, me regarda un instant avec indécision pour réfléchir ensuite à la question avec la quasi-précision d'un expert. « Vous croyez donc, si je vous ai bien compris, que Madame Henriette, qu'une femme peut, sans l'avoir voulu, être précipitée dans une aventure soudaine, qu'il y a des actes qu'une telle femme aurait elle-même tenus pour impossibles 1 heure auparavant et dont elle ne saurait être rendue responsable ? Je le crois absolument, madame. Ainsi donc tout jugement moral serait complètement sans valeur et toute violation des lois de l'éthique justifiée. Si vous admettez réellement que le crime passionnel, comme disent les Français, n'est pas un crime, pourquoi conserver les tribunaux ? Il ne faut pas beaucoup de bonne volonté, et vous avez une bonne volonté étonnante, ajouta-t-elle en souriant légèrement, pour découvrir dans chaque crime une passion et, grâce à cette passion, une excuse. Le ton clair et en même temps presque enjoué de ses paroles me fit un bien extraordinaire. Imitant malgré moi sa manière objective, je répondis mi-plaisant, mi-sérieux. À coup sûr, les tribunaux sont plus sévères que moi en ces matières. Ils ont pour mission de protéger implacablement les mœurs et les conventions générales. Cela les oblige à condamner au lieu d'excuser. Mais moi, simple particulier, je ne vois pas pourquoi de mon propre mouvement j'assumerais le rôle du ministère public. Je préfère être défenseur de profession. J'ai personnellement plus de plaisir à comprendre les hommes qu'à les juger. Mrs. C me regarda un certain temps, bien en face,
avec ses yeux clairs et gris, et elle hésita. Je craignais déjà qu'elle ne m'eût pas très bien compris et je me disposais à lui répéter en anglais ce que j'avais dit, mais avec une gravité remarquable et comme dans un examen, elle continua ses questions. Ne trouvez-vous donc pas méprisable ou odieuse une femme qui abandonne son mari et ses enfants pour suivre un individu quelconque dont elle ne peut pas encore savoir s'il est digne de son amour? Pouvez-vous réellement excuser une conduite si risquée, si inconsidérée chez une femme qui, après tout, n'est pas des plus jeunes, qui devrait avoir appris à se respecter, ne fût-ce que par égard pour ses enfants? Je vous répète, madame, fis-je en persistant, que je me refuse à prononcer un jugement ou une condamnation sur un cas pareil. Mais devant vous, je puis tranquillement reconnaître que tout à l'heure j'ai un peu exagéré. Cette pauvre madame Henriette n'est certainement pas une héroïne. Elle n'a même pas une nature d'aventurière et elle n'est rien moins qu'une grande amoureuse. Autant que je la connaisse, elle ne me paraît qu'une femme faible et ordinaire pour qui j'ai un peu de respect parce qu'elle a courageusement suivi sa volonté, mais pour qui j'ai encore plus de compassion parce qu'à coup sûr, demain, si ce n'est pas déjà aujourd'hui, elle sera profondément malheureuse. Peut-être a-t-elle agi sottement. De toute façon, elle s'est trop hâtée. Mais sa conduite n'a rien de vil, ni de bas, et après, comme avant, je dénie à chacun le droit de mépriser cette pauvre, cette malheureuse femme. Et vous-même, avez-vous encore autant de respect, autant de considération pour elle? Ne faites-vous pas de différence entre la femme honnête en compagnie de qui vous étiez avant-hier et cette autre qui a décampé hier avec un homme totalement étranger? Aucune, pas la moindre, non, pas la plus légère. Is that so? Malgré elle, elle s'exprima en anglais, tant l'entretien paraissait l'intéresser singulièrement. Et après un court moment de réflexion, son regard clair se leva encore une fois, interrogateur, sur moi. Et si demain vous rencontriez madame Henriette, par exemple, à Nice, au bras de ce jeune homme, la salueriez-vous encore? Certainement. Et lui parleriez-vous? Certainement. Si vous étiez marié, présenteriez-vous à votre épouse une femme pareille, tout comme si rien ne s'était passé? Certainement. Would you really? Dit-elle de nouveau en anglais, avec un étonnement incrédule et stupéfait. Surely I would, répondis-je également en anglais, sans m'en rendre compte. Mrs. C se tut. Elle paraissait toujours plongée dans une intense réflexion. Et soudain elle dit, tout en me dévisageant, comme étonnée de son propre courage, « I don't know if I would. Perhaps I might do it also. » I might do it also. Pardon. Et pleine de cette assurance indescriptible avec laquelle seuls des Anglais savent mettre fin à une conversation, d'une manière radicale et cependant sans grossière brusquerie, elle se leva et me tendit amicalement la main. Grâce à son intervention, le calme était rétabli et, nous-mêmes, nous lui étions tous reconnaissants de pouvoir encore, bien qu'adversaires l'instant d'avant, nous saluer assez poliment en voyant la tension dangereuse de l'atmosphère se dissiper sous l'effet de quelques faciles plaisanteries. Bien que notre discussion se fût terminée courtoisement, il n'en subsista pas moins, après cet acharnement et cette excitation, une légère froideur entre mes contradicteurs et moi. Le couple allemand se montrait réservé, tandis que l'Italien se complaisait à me demander sans cesse, les jours suivants, avec un petit air moqueur, si j'avais des nouvelles de la cara signora Henrietta. Malgré l'urbanité apparente de nos manières,
Il y avait à notre table quelque chose d'irrévocablement détruit dans la loyauté et la franchise de nos rapports. La froideur ironique de mes anciens adversaires m'était rendue plus frappante par l'amabilité toute particulière que Mrs. me manifestait depuis cette discussion. Elle qui d'habitude était de la plus extrême discrétion et qui en dehors des repas ne se laissait presque jamais aller à une conversation avec ses compagnons de table, elle trouva alors plusieurs fois l'occasion de m'adresser la parole dans le jardin, et je pourrais presque dire de m'honorer en me distinguant, car la noble réserve de ses manières conférait à un entretien particulier le caractère d'une faveur spéciale. Oui, pour être sincère, je dois dire qu'elle me recherchait vraiment et qu'elle saisissait chaque occasion d'entrer en conversation avec moi, et cela si visiblement que j'aurais pu en concevoir des pensées vaniteuses et étranges si elle n'eût pas été une vieille dame à cheveux blancs. Mais chaque fois que nous parlions ainsi, notre conversation revenait inéluctablement à notre point de départ, à Madame Henriette. Mrs. C paraissait prendre un plaisir secret à accuser de manque de sérieux et de tenue morale cette femme oublieuse de son devoir. Mais, en même temps, elle paraissait se réjouir de la fidélité avec laquelle ma sympathie était restée du côté de cette femme fine et délicate, et de voir qu'à chaque fois, rien ne pouvait m'amener à renier cette sympathie. Toujours, elle orientait nos entretiens dans ce sens. Finalement, je ne savais plus que penser de cette insistance singulière et presque empreinte de spleen. Cela dura quelques jours, 5 ou 6, sans qu'une de ces paroles eût trahi la raison pour laquelle ce sujet de conversation avait pris pour elle une certaine importance. Mais j'en acquis la certitude lorsqu'au cours d'une promenade, je lui dis au hasard que mon séjour ici touchait à sa fin et que je pensais m'en aller le surlendemain. Alors son visage d'ordinaire si paisible prit soudain une expression étrangement tendue, et sur ses yeux gris de mer passa comme l'ombre d'un nuage. Quel dommage! J'aurais encore tant de choses à discuter avec vous, dit-elle. Et dès ce moment, une certaine agitation, une certaine inquiétude indiqua que tout en parlant, elle songeait à quelque chose d'autre, qui l'occupait vivement et qui la détournait de notre entretien. Puis cet état d'absence sembla la gêner elle-même, car après un silence soudain, elle me tendit brusquement la main en déclarant « Je vois que je ne puis pas exprimer clairement ce que je voudrais vous dire. Je préfère vous écrire. » Et d'un pas plus rapide que celui que j'étais habituée à lui voir, elle se dirigea vers l'hôtel. Effectivement, le soir, peu de temps avant le dîner, je trouvai dans ma chambre une lettre d'une écriture énergique et franche, bien à elle. Malheureusement, j'ai fait montre d'une certaine insouciance concernant la correspondance reçue dans mes années de jeunesse, si bien que je ne puis pas reproduire le texte même de sa lettre. Je dois me contenter d'en indiquer à peu près la teneur, où elle me demandait si elle pouvait se permettre de me raconter un épisode de sa vie. Cet événement, écrivait-elle, était si ancien qu'il ne faisait pour ainsi dire plus partie de sa vie actuelle, et du fait que je partais dès le surlendemain, il lui devenait plus facile de parler d'une chose qui, depuis plus de 20 ans, l'avait occupée et tourmentée intérieurement. Si donc un tel entretien ne m'était pas importun, elle me priait de lui accorder 1 heure. Cette lettre, dont je n'esquisse ici que le contenu, me fascina extraordinairement. Son anglais, à lui seul, lui donnait un haut degré de clarté et de fermeté. Néanmoins, il ne me fut pas aisé de trouver une réponse, et je déchirai 3 brouillons avant de lui répondre. C'est pour moi un honneur que vous m'accordiez tant de confiance, et je vous promets de répondre sincèrement au cas où vous me le demanderiez.
Naturellement, il va sans dire que vous restez libre de ce que vous voudrez me confier. Mais ce que vous me raconterez, racontez-le à vous et à moi, avec une entière vérité. Je vous prie de croire que je considère votre confiance comme une exceptionnelle marque d'estime. Le soir même, mon billet passa dans sa chambre et le lendemain matin, je trouvai cette réponse. Vous avez parfaitement raison. La vérité à demi ne vaut rien. Il la faut toujours entière. Je rassemblerai toutes mes forces pour ne rien dissimuler vis-à-vis de moi-même ou de vous. Venez après dîner dans ma chambre. À 67 ans, je n'ai à craindre aucune fausse interprétation. Car dans le jardin ou dans le voisinage des gens, je ne puis parler. Croyez-moi, il ne m'a pas été facile de me décider. Avant la fin de la journée, nous nous vîmes encore à table et nous conversâmes gentiment de choses indifférentes. Mais dans le jardin déjà, me rencontrant, elle m'évita avec une confusion visible et ce fut pour moi pénible et touchant à la fois de voir cette vieille dame aux cheveux blancs s'enfuir devant moi, craintive comme une jeune fille dans une allée de pins parasols. 67 ans, c'est si vieux. Pardon. Le soir, à l'heure convenue, je frappai à sa porte. Elle s'ouvrit aussitôt. La chambre était plongée dans une certaine pénombre. Seule une petite lampe sur la table jetait un cône de lumière jaune dans la pièce où régnait déjà une obscurité crépusculaire. Sans aucun embarras, Miss Sissi vint à moi, m'offrit un fauteuil et s'assit en face de moi. Chacun de ses mouvements, je le sentais bien, était étudié. Mais il y eut une pause, manifestement involontaire, celle qui précède une résolution difficile. Pause qui dura longtemps, très longtemps, et que je n'osais pas rompre en prenant la parole, parce que je sentais qu'ici une volonté forte luttait énergiquement contre une forte résistance. Du salon au-dessous montaient parfois en tourbillonnant les sons affaiblis et décousus d'une valse, et j'écoutais avec une grande tension d'esprit, comme pour ôter à ce silence un peu de son oppression. Elle aussi semblait être désagréablement affectée par la dureté antinaturelle de ce silence, car soudain elle se ramassa comme pour s'élancer et elle commença. Il n'y a que la première parole qui coûte. Je me suis préparée depuis déjà 2 jours à être tout à fait claire et véridique. J'espère que j'y réussirai. Peut-être ne comprenez-vous pas encore pourquoi je vous raconte tout cela, à vous qui m'êtes étrangers. Mais il ne se passe pas une journée, à peine 1 heure, sans que je pense à cet événement. Et vous pouvez en croire la vieille femme que je suis, si je vous dis qu'il est intolérable de rester le regard fixé, sa vie durant, sur un seul point de son existence, sur un seul jour. Car tout ce que je vais vous raconter occupe une période de seulement 24 heures sur 67 ans. Et je me suis moi-même souvent dit jusqu'au délire, quelle importance si on a eu un moment de folie, un seul. Mais on ne peut pas se débarrasser de ce que nous appelons, d'une expression très incertaine, la conscience. Et lorsque je vous ai entendu examiner si objectivement le cas Henriette, j'ai pensé que peut-être cette façon absurde de me tourner vers le passé et cette incessante accusation de moi-même par moi-même prendrait fin si je pouvais me décider à parler librement devant quelqu'un de ce jour unique dans ma vie. Si au lieu d'être de religion anglicane, j'étais catholique, il y a longtemps que la confession m'aurait fourni l'occasion de me délivrer de ce secret.
Mais cette consolation nous est refusée. C'est pourquoi je fais aujourd'hui cette étrange tentative de m'absoudre moi-même en vous prenant pour confident. Je sais que tout cela est très singulier, mais vous avez accepté sans hésiter ma proposition et je vous en remercie. Donc, je vous ai déjà dit que je voudrais vous raconter un seul jour de ma vie. Le reste me semble sans importance et ennuyeux pour tout autre que moi. Jusqu'à mes 42 ans, il ne m'arriva rien que de tout à fait ordinaire. Mes parents étaient de riches landlords en Écosse. Nous possédions de grandes fabriques et de grandes fermes. Nous vivions à la manière de la noblesse de notre pays, la plus grande partie de l'année dans nos terres et à Londres pendant la saison. À 18 ans, je fis dans une société la connaissance de mon mari. C'était le second fils de la notoire famille des R, et il avait servi dans l'armée des Indes pendant 10 ans. Nous nous mariâmes sans tarder et nous menions la vie sans souci de notre classe sociale. 3 mois à Londres, 3 mois dans nos terres et le reste du temps d'hôtel en Italie, en Espagne et en France. Jamais l'ombre la plus légère n'a troublé notre mariage. Les 2 fils qui nous naquirent sont aujourd'hui des hommes faits. J'avais 40 ans lorsque mon mari mourut subitement. Il avait rapporté de ses années passées sous les tropiques une maladie du foie. Je le perdis au bout de 2 atroces semaines. Mon fils aîné avait déjà commencé sa carrière, le plus jeune était au collège. Ainsi, du jour au lendemain, j'étais devenue complètement seule. Et cette solitude était pour moi, habituée à une communauté affectueuse, un tourment terrible. Il me paraissait impossible de rester un jour de plus dans la maison déserte, dont chaque objet me rappelait la perte tragique de mon mari bien-aimé. Aussi je résolus de voyager beaucoup pendant les années à venir, tant que mes fils ne seraient pas mariés. Au fond, depuis ce moment-là, je considérais ma vie comme sans but et complètement inutile. L'homme avec qui j'avais partagé pendant 23 ans chaque heure et chaque pensée était mort. Mes enfants n'avaient pas besoin de moi. Je craignais de troubler leur jeunesse par mon humeur sombre et ma mélancolie. Quant à moi-même, je ne voulais et ne désirais plus rien. J'allais d'abord à Paris, parcourant dans mon désœuvrement les magasins et les musées, mais la ville et les choses, tout me restait étranger, et j'évitais les gens, parce que je ne supportais pas les regards de compassion polie qu'ils jetaient sur mes vêtements de deuil. Il me serait impossible de raconter aujourd'hui comment passèrent ces mois de vagabondage morne et sans éclaircie. Je sais seulement que me hantait toujours le désir de mourir. Mais la force me manquait pour précipiter moi-même cette fin douloureusement désirée. La seconde année de mon veuvage, c'est-à-dire dans la 42e année de ma vie, au cours de cette fuite inavouée devant l'existence désormais sans intérêt pour moi et pour essayer de tuer le temps, je m'étais rendue au mois de mars à Monte-Carlo. À parler sincèrement, c'était par ennui pour échapper à ce vide torturant de l'âme qui met en nous comme une nausée et qui voudrait tout au moins trouver une diversion dans de petits excitants extérieurs. Moins ma sensibilité était vive en elle-même, plus je ressentais le besoin de me jeter là où le tourbillon de la vie est le plus rapide. Quelqu'un qui n'éprouve plus rien ne vit plus que par les nerfs, à travers l'agitation passionnée des autres, comme au théâtre ou dans la musique. C'est pourquoi j'allais souvent au casino. C'était pour moi une excitation que de voir passer sur la figure d'autrui des vagues de bonheur ou d'accablement, tandis qu'en moi, c'était une affreuse marée basse. En outre, mon mari, sans être léger,
aimait assez fréquenter les salles de jeu et c'est une sorte de piété spontanée que je continuais d'être fidèle à ses anciennes habitudes. C'est là que commencèrent ces 24 heures qui furent plus émouvantes que tout le jeu du monde et qui bouleversèrent mon destin pour des années. À midi, j'avais déjeuné avec la duchesse de M, une parente de ma famille. Après le dîner, je ne me sentis pas encore assez lasse pour aller me coucher. Alors j'entrai dans la salle de jeu, flânant d'une table à l'autre, sans jouer moi-même, et regardant d'une façon spéciale les partenaires rassemblés là par le hasard. Je dis d'une façon spéciale, car c'était celle que m'avait apprise mon défunt mari, un jour que, fatiguée de regarder, je me plaignais de m'ennuyer à dévisager d'un air bateau toujours les mêmes figures, ces vieilles femmes ratatinées qui restent là assises pendant des heures avant de risquer un jeton, ces professionnels astucieux et ces cocottes du jeu de cartes, toute cette société équivoque venue des quatre coins de l'horizon et qui, comme vous le savez, est bien moins pittoresque et romantique que la peinture qu'on en fait toujours dans ces misérables romans où on la représente comme la fleur de l'élégance et comme l'aristocratie de l'Europe. Et je vous parle d'il y a 20 ans, lorsque c'était encore de l'argent bien sonnant et trébuchant qui roulait, lorsque les crissants billets de banque, les Napoléons d'or, les larges pièces de 5 francs tourbillonnaient pêle-mêle, et que le casino était infiniment plus intéressant qu'aujourd'hui où, dans cette pompeuse citadelle du jeu rebâtie à la moderne, un public embourgeoisé de voyageurs d'agence Cook gaspille avec ennui ses jetons sans caractère. Cependant, à cette époque déjà, je ne trouvais que très peu de charme à cette monotonie de visages indifférents, jusqu'à ce qu'un jour, mon mari, dont la chiromancie, l'interprétation des lignes de la main, était la passion particulière, m'indiqua une façon toute spéciale de regarder, effectivement beaucoup plus intéressante, beaucoup plus excitante et captivante que de rester là, plantée avec indolence. Elle consistait à ne regarder jamais un visage, mais uniquement le rectangle de la table et, à cet endroit, seulement les mains des joueurs, rien que leurs mouvements propres. Je ne sais pas si par hasard vous-même vous avez un jour simplement contemplé les tables vertes, rien que le rectangle vert au milieu duquel la boule vacille de numéro en numéro, tel un homme ivre et où, à l'intérieur des cases quadrangulaires, des bouts tourbillonnant de papier, des pièces rondes d'argent et d'or tombent comme une semence qu'ensuite le râteau du croupier moissonne d'un coup tranchant comme une faucille ou bien pousse comme une gerbe vers le gagnant. La seule chose qui varie dans cette perspective, ce sont les mains, toutes ces mains claires, agitées ou en attente autour de la table verte. Toutes ont l'air d'être aux aguets, au bord de l'antre, toujours différentes d'une manche, mais chacune ressemblant à un fauve prêt à bondir, chacune ayant sa forme et sa couleur, les unes nues, les autres armées de bagues et de chaînes cliquetantes, les unes poilues comme des bêtes sauvages, les autres flexibles et luisantes comme des anguilles, mais toutes nerveuses et vibrantes d'une immense impatience. Malgré moi, je pensais chaque fois à un champ de course où, au départ, les chevaux excités sont contenus avec peine pour qu'ils ne s'élancent pas avant le bon moment. C'est exactement de la même manière qu'elles frémissent, se soulèvent et se cabrent. Elles révèlent tout par leur façon d'attendre, de saisir et de s'arrêter. Griffue, elles dénoncent l'homme cupide, molle, le prodigue, calme, le calculateur, et tremblante, l'homme désespéré.
sans caractère, se trahissent ainsi, avec la rapidité de l'éclair dans le geste pour prendre l'argent, soit que l'un le froisse, soit que l'autre nerveusement l'éparpille, soit qu'épuisé on le laisse rouler librement sur le tapis, la main restante inerte. Le jeu révèle l'homme. C'est un mot banal, je le sais, mais je dis, moi, que sa propre main, pendant le jeu, le révèle plus nettement encore. Car tous ceux ou presque tous ceux qui pratiquent les jeux de hasard ont bientôt appris à maîtriser l'expression de leur visage. Tout en haut, au-dessus du col de la chemise, ils portent le masque froid de l'impassibilité. Ils contraignent à disparaître les plis se formant autour de la bouche. Ils relèguent leurs émotions entre leurs dents serrées. Ils dérobent à leurs propres yeux le reflet de leur inquiétude. Ils donnent à leur visage un aspect lisse, plein d'une indifférence artificielle qui cherche à paraître de la distinction. Mais précisément parce que toute leur attention se concentre convulsivement sur ce travail de dissimulation de ce qu'il y a de plus visible dans leur personne, c'est-à-dire leur figure, ils oublient leurs mains. Ils oublient qu'il y a des gens qui observent uniquement ces mains et qui devinent, grâce à elles, tout ce que s'efforce de cacher là-haut la lèvre aux plis souriants et les regards feignant l'indifférence. La main, elle, trahit sans pudeur ce qu'elles ont de plus secret. Car un moment vient inéluctablement où tous ces doigts, péniblement contenus et paraissant dormir, sortent de leur indolente désinvolture. À la seconde décisive où la boule de la roulette tombe dans son alvéole et où l'on crie le numéro gagnant, alors, à cette seconde, chacune de ces 100 ou de ces 500 mains fait involontairement un mouvement tout personnel, tout individuel, imposé par l'instinct primitif. Et quand on est habitué à observer cette sorte d'arène des mains, comme moi, initiée depuis longtemps grâce à cette fantaisie de mon mari, on trouve plus passionnante que le théâtre ou la musique cette brusque façon, sans cesse différente, sans cesse imprévue, dont des tempéraments toujours nouveaux se démasquent. Je ne puis pas vous décrire en détail les milliers d'attitudes qu'il y a dans les mains pendant le jeu. Les unes bêtes sauvages aux doigts poilus et crochus qui agrippent l'argent à la façon d'une araignée, les autres nerveuses, tremblantes, aux ongles pâles, osant à peine le toucher, les autres nobles ou vilaines, brutales ou timides, astucieuses ou quasi balbutiantes. Mais chacune a sa manière d'être particulière, car chacune de ces paires de mains exprime une vie différente, à l'exception de celles de 4 ou 5 croupiers. Celles-ci sont de véritables machines, avec leur précision objective professionnelle, complètement neutre par opposition à la vie exaltée des précédentes. Elles fonctionnent comme les branches au claquement d'acier d'un tourniquet de compteur. Mais elles-mêmes, ces mains indifférentes, produisent à leur tour un effet étonnant par contraste avec leurs sœurs passionnées. Tout à leur chasse, elles portent, si j'ose dire, un uniforme à part, comme des agents de police dans la houle et l'exaltation d'un peuple en émeute. Ajoutez à cela l'agrément personnel qu'il y a, au bout de quelques soirs, à être familiarisé avec les multiples habitudes et passions de certaines mains. Après quelques jours, je ne manquais pas de m'être fait parmi elles de nouvelles connaissances, et je les classais, tout comme des êtres humains, en sympathiques et antipathiques. Plusieurs me déplaisaient tellement par leur grossièreté et leur cupidité que mon regard s'en détournait chaque fois comme d'une chose indécente. Mais chaque main nouvelle qui apparaissait à la table était pour moi un événement et une curiosité. Souvent j'en oubliais de regarder le visage correspondant qui, dominant le col, était planté là immobile comme un froid masque mondain au-dessus d'une chemise de smoking ou d'une gorge étincelante.
Donc ce soir-là, étant entré au casino, après être passé devant 2 tables plus qu'encombrées et m'être approché d'une 3e, au moment où je préparais déjà quelques pièces d'or, j'entendis avec surprise, à cet instant de pause entièrement muette, pleine de tension et dans laquelle le silence semble vibrer, qui se produit toujours lorsque la boule déjà presque à bout de course n'oscille plus qu'entre 2 numéros, j'entendis donc juste en face de moi un bruit très singulier, un craquement et un claquement, comme provenant d'articulations qui se brisent. Malgré moi, je regardais étonné de l'autre côté du tapis, et je vis là, vraiment j'en fus effrayée, 2 mains comme je n'en avais encore jamais vu, une main droite et une main gauche qui étaient accrochées l'une à l'autre, comme des animaux en train de se mordre, et qui s'affrontaient d'une manière si farouche et si convulsive que les articulations des phalanges craquaient avec le bruit sec d'une noix que l'on casse. C'étaient des mains d'une beauté très rare, extraordinairement longues, extraordinairement minces, et pourtant traversées de muscles très rigides. Des mains très blanches, avec au bout des ongles pâles, nacrés et délicatement arrondis. Eh bien, je les ai regardées toute la soirée. Oui, regardées avec une surprise toujours renouvelée, ces mains extraordinaires, vraiment uniques. Mais ce qui d'abord me surprit d'une manière si terrifiante, c'était leur fièvre, leur expression follement passionnée, cette façon convulsive de s'étreindre et de lutter entre elles. Ici, je le compris tout de suite, c'était un homme débordant de force qui concentrait toute sa passion dans les extrémités de ses doigts, pour qu'elle ne fît pas exploser son être tout entier. Et maintenant, à la seconde où la boule tomba dans le trou avec un bruit sec et mat, et où le croupier cria le numéro, à cette seconde, les 2 mains se séparèrent soudain l'une de l'autre, comme 2 animaux frappés à mort par une même balle. Elles retombèrent toutes les 2, véritablement mortes et non pas seulement épuisées. Elles retombèrent avec une expression si accusée d'abattement et de désillusion, comme foudroyées et à bout de course, que mes paroles sont impuissantes à le décrire. Car jamais auparavant, et jamais plus depuis lors, je n'ai vu des mains si éloquentes, où chaque muscle était comme une bouche et où la passion s'exprimait tangible presque par tous les pores. Pendant un moment, elles restèrent étendues toutes les 2 sur le tapis vert, telles des méduses échouées sur le rivage, aplaties et mortes. Puis l'une d'elles, la droite, se mit péniblement à relever la pointe de ses doigts. Elle trembla, elle se replia, tourna sur elle-même, hésita, décrivit un cercle et finalement saisit avec nervosité un jeton qu'elle fit rouler d'un air perplexe entre l'extrémité du pouce et celle de l'index, comme une petite roue. Et soudain cette main s'arqua comme une panthère faisant le gros dos, et elle lança, ou plutôt elle cracha presque le jeton de 100 francs qu'elle tenait au milieu du carreau noir. Tout de suite, comme sur un signal, l'agitation s'empara aussi de la main gauche qui était restée inerte. Elle se réveilla, glissa, rampa même, pour ainsi dire, vers sa sœur toute tremblante, que son geste semblait avoir fatiguée, et toutes 2 étaient maintenant frémissantes l'une à côté de l'autre. Toutes 2, pareilles à des dents qui, dans le frisson de la fièvre, claquent légèrement l'une contre l'autre, tapotaient la table, sans bruit de leur jointure. Non, jamais, jamais encore, je n'avais vu des mains ayant une expression si extraordinairement parlante, une forme d'agitation et de tension si spasmodique.
Sous cette grande voûte, tout le reste, le murmure qui remplissait les salons, les cris bruyants des croupiers, le va-et-vient des gens et celui de la poule elle-même qui maintenant, lancée de haut, bondissait comme une possédée dans sa cage ronde au parquet luisant, toute cette multiplicité d'impressions s'enchevêtrant et se succédant pêle-mêle et obsédant les nerfs avec violence, tout cela me paraissait brusquement mort et immobile à côté de ces deux mains frémissantes, haletantes, comme essoufflées, en attente, grelottantes et frissonnantes, à côté de ces deux mains inouïes qui me fascinaient quasiment et accaparaient toute mon attention. Mais enfin, je ne pus y résister davantage. Il me fallait voir l'homme, voir la figure à qui appartenaient ces mains magiques, et anxieusement, oui, avec une anxiété véritable, car ces mains me faisaient peur. Mon regard glissa lentement le long des manches et jusqu'aux épaules étroites. Et de nouveau, j'eus un sursaut de frayeur, car cette figure parlait la même langue effrénée et fantastiquement surexcitée que les mains. Elle en avait à la fois la même expression d'acharnement terrible et la même beauté délicate et presque féminine. Jamais je n'avais vu un tel visage, pour ainsi dire collé sur la personne et séparé presque de celle-ci, pour vivre d'une vie propre, pour se laisser aller à l'exacerbation la plus complète. Et j'avais là une excellente occasion de l'examiner à loisir, comme un masque, comme une sorte d'œuvre plastique sans regard. Cet œil dément ne se tournait ni à droite ni à gauche, ne fût-ce que pour une seconde. La pupille, rigide et noire, était comme une boule de verre sans vie sous les paupières écarquillées. Reflet miroitant de cette autre boule couleur d'acajou qui roulait, qui bondissait follement et insolemment dans la petite cuvette ronde de la roulette. Jamais, il faut que je le répète encore, je n'ai vu un visage si exalté et si fascinant. C'était celui d'un jeune homme d'environ 24 ans. Il était mince, délicat, un peu allongé et par là si expressif. Tout comme les mains, il n'avait rien de viril, semblant plutôt appartenir à un enfant jouant avec passion. Mais je ne remarquai tout cela que plus tard, car pour l'instant ce visage disparaissait complètement sous une expression frappante d'avidité et de fureur. La bouche mince, ouverte et brûlante, découvrait à moitié les dents. À une distance de 10 pas, on pouvait les voir s'entrechoquer fiévreusement, tandis que les lèvres restaient figées et écartées. Une mèche de cheveux mouillés, d'un blond lumineux, était collée au front. Elle tombait sur le devant comme quelqu'un qui fait une chute, et un tremblement ininterrompu frémissait tout autour des narines, comme si de petites vagues invisibles ondulaient sous la peau. Et cette tête, toute penchée en avant, s'inclinait inconsciemment de plus en plus vers l'avant, si bien qu'on avait le sentiment qu'elle était entraînée dans le tourbillon de la petite boule. C'est alors seulement que je compris la crispation convulsive de ses mains. Par cette seule contre-pression, par cette seule contraction, le corps arraché à son centre de gravité se tenait encore en équilibre. Jamais encore, il faut sans cesse que je le répète, je n'avais vu un visage d'où la passion jaillissait tellement à découvert, si bestial, dans sa nudité effrontée. J'étais tout entière à le regarder, ce visage, aussi fascinée, aussi hypnotisée par sa folie que ses regards l'étaient par le bondissement et les tressautements de la poule en rotation. À partir de cette seconde, je ne remarquais plus rien dans la salle.
Tout me paraissait sans éclat, terne et effacé. Tout me semblait obscur en comparaison du feu jaillissant de ce visage. Et sans faire attention à personne d'autre, j'observais peut-être pendant 1 heure ce seul homme et chacun de ses gestes. Une lumière brutale étincela dans ses yeux. La pelote convulsée de ses mains fut brusquement déchirée comme par une explosion, et les doigts s'écartèrent violemment en frémissant lorsque le croupier poussa vers leur avide étreinte 20 pièces d'or. Dans cette seconde, le visage s'illumina soudain et se rajeunit totalement. Les plis s'effacèrent, les yeux se mirent à briller, le corps, contracté en avant, se releva, clair et léger. Il était devenu souple comme un cavalier porté par le sentiment du triomphe. Les doigts faisaient sonner avec vanité et amour les pièces rondes. Il les faisait glisser l'une contre l'autre, les faisait danser et tinter comme dans un jeu. Puis il détourna de nouveau la tête avec inquiétude, parcourut le tapis vert comme avec les narines flaireuses d'un jeune chien de chasse qui cherche la bonne piste, et soudain, d'un geste rapide et nerveux, il versa toute la poignée de pièces d'or sur un des rectangles. Et aussitôt recommença cette attitude de guetteur, cette tension. De nouveau partirent des lèvres ces mouvements de vagues aux vibrations électriques. De nouveau les mains se contractèrent. La figure d'enfant disparut derrière l'anxiété du désir, jusqu'à ce que, à la manière d'une explosion, la déception vint dissoudre cette crispation et cette tension. Le visage qui, un instant plus tôt, faisait l'effet de celui d'un enfant, se flétrit, devint terne et vieux. Les yeux furent mornes et éteints, et tout cela dans l'espace d'une seule seconde, tandis que la boule se fixait sur un numéro qu'il n'avait pas choisi. Il avait perdu. Pendant quelques secondes, il regarda fixement d'un air presque stupide, comme s'il n'eût pas compris. Mais aussitôt, au premier appel du croupier, comme stimulé par un coup de fouet, ses doigts agrippèrent de nouveau quelques pièces d'or. Toutefois, il n'avait plus d'assurance. D'abord, il plaça les pièces sur un rectangle, puis, changeant d'idée, sur un autre rectangle, et, tandis que la boule était déjà en rotation, il lança vite dans le rectangle d'une main tremblante, obéissant à une soudaine inspiration, encore 2 billets de banque chiffonnés. Cette alternance, ce mouvement palpitant de pertes et de gains, dura sans arrêt environ 1 heure. Et pendant cette heure, je ne détournais pas même le temps d'un soupir, mon regard fasciné par ce visage continuellement transformé, où passait le flux et le reflux de toutes les passions. Je ne les quittais pas des yeux, ces mains magiques dont chaque muscle rendait plastiquement toute l'échelle des sentiments, montant et retombant à la manière d'un jet d'eau. Jamais au théâtre je n'ai regardé avec autant d'intérêt le visage d'un acteur que je le fis pour cette figure où se succédaient sans cesse par à-coups, comme la lumière et les ombres sur un paysage, les couleurs et les sensations les plus changeantes. Jamais je ne m'étais plongée dans un jeu aussi entièrement que dans le reflet de cette passion étrangère. Si quelqu'un m'avait observé à ce moment-là, il aurait pris forcément la fixité de mon regard d'acier pour une hypnose. C'était bien aussi à cela que ressemblait mon état d'engourdissement complet. J'étais incapable de détourner mon regard de ce jeu d'expression, et tout ce qui se passait confusément dans la salle, lumière, rire, êtres humains et regards, flottait autour de moi comme une chose sans forme, comme une fumée jaune au milieu de laquelle se dressait ce visage, flamme parmi les flammes. Je n'entendais rien, je ne sentais rien. Je ne voyais pas les gens qui se pressaient autour de moi, ni les autres mains se tendre brusquement comme des antennes pour jeter de l'argent ou pour en ramasser par poignées.
Je n'apercevais pas la boule ni n'entendais la voix du croupier. Et pourtant je voyais, comme en un rêve, tout ce qui se passait, amplifié et grossi par l'émotion et l'exaltation dans le miroir concave de ses mains. Car pour savoir si la boule tombait sur le rouge ou sur le noir, roulait ou s'arrêtait, je n'avais pas besoin de regarder la roulette. Chaque phase, perte ou gain, attente ou déception, s'imprimait en traits de feu dans les nerfs et dans les expressions de ce visage dominé par la passion. Mais alors arriva un moment terrible, un moment qu'en moi-même j'avais redouté déjà sourdement pendant tout ce temps, un moment qui était suspendu comme un orage au-dessus de mes nerfs tendus et qui soudain les fit se rompre. De nouveau la boule s'était amortie avec de petits bruits de claquets dans sa ronde carrière. De nouveau palpita cette seconde pendant laquelle 200 lèvres retinrent leur souffle, jusqu'à ce que la voix du croupier annonça, cette fois-ci, 0, tandis que déjà son râteau preste ramassait de tous les côtés les pièces sonores et le cri sans papier. À ce moment-là, les 2 mains contractées firent un mouvement particulièrement effrayant. Elles bondirent comme pour saisir quelque chose qui n'était pas là, puis elles s'abattirent presque agonisantes sur la table, n'étant plus qu'une masse inerte. Mais ensuite, elles reprirent soudainement vie encore une fois. Elles coururent fiévreusement de la table au corps dont elles faisaient partie, grimpèrent comme des chats sauvages le long du tronc, fouillant nerveusement dans toutes les poches, en haut, en bas, à droite et à gauche, pour voir s'il n'y aurait pas encore quelque part, comme une dernière miette, une pièce de monnaie oubliée. Mais toujours elles revenaient vides. Toujours elle renouvelait plus ardemment cette recherche vaine et inutile, tandis que déjà le plateau de la roulette s'était remis à tourner, que le jeu des autres continuait, que les pièces de monnaie tintaient et que les sièges remuaient et que les 1000 petits bruits confus remplissaient la salle de leur rumeur. Je tremblais, toute secouée d'horreur, tellement je participais malgré moi à tous ces sentiments, comme si c'étaient mes propres doigts qui, là, fouillaient désespérément à la recherche de n'importe quelle pièce d'argent dans les poches et les plis du vêtement tout chiffonné. Et soudain, d'une brusque saccade, l'homme se leva en face de moi, comme quelqu'un qui se trouve subitement mal et qui se dresse pour ne pas étouffer. Derrière lui, la chaise roula sur le sol avec un bruit sec. Mais sans même le remarquer, sans faire attention aux voisins qui, étonnés et inquiets, s'écartaient de cet homme chancelant, il s'éloigna de la table d'un pas lourd. À cet aspect, je fus comme pétrifié, car je compris aussitôt où allait cet homme. À la mort. Quelqu'un qui se levait de cette façon ne retournait certainement pas dans un hôtel, dans un cabaret, chez une femme, dans un compartiment de chemin de fer, dans n'importe quelle situation de la vie, mais il se précipitait tout droit dans le néant. Même la personne la plus insensible de cette salle d'enfer aurait reconnu forcément que cet individu n'avait plus aucun appui, ni chez lui, ni dans une banque, ni chez des parents, qu'il avait joué ici son dernier argent et sa vie même, et que maintenant, de ce pas trébuchant, il s'en allait ailleurs, n'importe où, mais à coup sûr hors de l'existence. J'avais toujours craint, et dès le premier moment je l'avais magiquement senti, qu'ici ne fût en jeu quelque chose de supérieur au gain et à la perte. Et cependant, ce fut comme un noir coup de foudre qui éclata en moi lorsque je constatai que la vie quittait brusquement les yeux de cet homme et que la mort mettait son teint livide sur ce visage encore débordant d'énergie l'instant d'avant. Malgré moi, tellement j'étais sous l'emprise de ces gestes expressifs,
Je dus me cramponner avec la main, pendant que cet homme se levait avec peine de sa place et chancelait, car sa démarche titubante passait maintenant dans mon propre corps. Comme auparavant, son excitation était entrée dans mes veines et dans mes nerfs. Mais ensuite, ce fut plus fort que moi. Quelque chose m'entraîna. Sans que je l'aie voulu, mon pied se mit en mouvement. Cela se fit d'une manière absolument inconsciente. Ce n'était pas moi qui agissais, mais quelque chose en moi fit que, sans faire attention à personne, ni sans avoir conscience de mes propres mouvements, je courus vers le vestibule pour sortir. Il était au vestiaire. L'employé lui avait apporté son pardessus, mais ses bras ne lui obéissaient plus. Aussi le préposé très empressé l'aida, comme un infirme, à passer péniblement les manches. Je le vis porter machinalement ses doigts à la poche du gilet pour donner un pourboire, mais après l'avoir tâté jusqu'au fond, ils en sortirent vides. Alors il parut soudain se souvenir de tout. Il balbutia quelques mots embarrassés à l'employé, et tout comme précédemment, il se donna une brusque saccade en avant, puis comme un homme ivre, il descendit en trébuchant les marches du casino. Tout l'employé le regarda encore un moment avec un sourire d'abord méprisant, avant de comprendre. Cette scène était si bouleversante que j'eus honte de me trouver là. Malgré moi, je me détournai, gênée d'avoir vu, comme au balcon d'un théâtre, le désespoir d'un inconnu. Mais soudain, cette angoisse incompréhensible qui était en moi me poussa à le suivre. Vite, je me fis donner mon vestiaire et sans penser à rien de précis, tout machinalement, tout instinctivement, je m'élançai dans l'obscurité sur les pas de cet homme. Je ferai une seconde lecture demain. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette lecture a été agréable. On dirait presque si c'était dans un tripot parisien à un autre siècle. On pourrait penser que cette femme observe... Ah, j'ai oublié son prénom, c'est étonnant venant de ma part. La peau de chagrin. La première scène. Voilà. Étonnant, j'oublie les noms. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce nuit, une très belle nuit. Des mains calmes et douces. Pour vous faire une caresse au visage. Pour vous apaiser avant de dormir. Voilà. Je vous remercie encore et je vous souhaite... je vous ai déjà souhaité